débat ce matin spécial immobilier coté. Mon invité, c'est Laurent Goville, le patron de Gestion 21. Bonjour. Laurent. On va bien sûr dans un premier temps commenter l'édito. Cet édito, on a trouvé effectivement où trouver du rendement lorsque la Banque centrale est à la manœuvre et écrase complètement les rendements sur, sur les taux, sur les obligations. Vous avez la réponse avec une promesse. 10% de rendement par an. Alors évidemment, vous n'avez pas la boule de cristal. Par contre, quand on regarde sur ce qui s'est passé ces dernières années, même sur de très longues périodes, c'est à peu près le rendement de l'immobilier coté. Comment ça s'explique ? Alors, la performance, effectivement, si on regarde sur des horizons longs, mais historiquement sur 10, 20, 30 ans, effectivement, la performance du secteur est aux environs de 10%. Cette performance est principalement réalisée par du rendement et peu par la plus-value. Donc c'est la chance du secteur. On a effectivement un rendement en dividende autour de 5% historiquement. Ce rendement en dividende est indexé, c'est-à-dire qu'on bénéficie de l'enrichissement de nos locataires et donc on peut répercuter l'enrichissement de nos locataires dans nos loyers et donc ça fait l'indexation de nos loyers. Et donc le rendement plus l'indexation, on est déjà autour de 7-8%, ce qui explique l'historique de performance effectivement de l'immobilier coté qui au demeurant est l'une des formes de détention immobilière la plus performante si on regarde en comparaison des SCPI. Des SCPI et même de l'or et même des actions françaises. Alors sur 10 ans, on s'en doutait un peu parce que les actions, c'est vrai qu'on a eu quand même pratiquement deux cracks avec celui de Lehman puis la crise en zone euro, les SICAV obligataires, bien évidemment le livret A, les SICAV monétaires ou même l'or, effectivement, tout est battu sur des périodes assez longues. Finalement, les actions françaises vont reprendre leurs droits uniquement sur des très longues périodes, c'est-à-dire au-delà de 30 ans, période 83-2013. Est-ce que ça va continuer, Laurent Goville ? Écoutez, nous, les facteurs en tout cas qu'on identifie de performance sont essentiellement le rendement. Le rendement aujourd'hui il est de 5%, donc le rendement en dividende. On peut y rajouter le fait qu'on ne distribue pas 100% de ce rendement, donc il y a une partie qui est mise de côté, et donc ça nous fait 5 plus 1, 6%, et via l'indexation. Donc tous ces éléments qu'on peut situer, même si l'indexation sera certainement plus faible, puisque notre scénario, c'est effectivement des taux durablement bas, mais c'est aussi une croissance durablement faible. Mais si on peut penser qu'on a une indexation autour de 2%, tout ça nous amène autour de 8% de performance. Donc regarder le passé pour comprendre le futur sur cette classe d'actifs très résiliente et très récurrente fait sens. Et pourtant, c'est vrai que quand on parle d'immobilier, alors tout le monde est préoccupé par les niveaux de l'immobilier. Soit on est locataire, on a envie d'acheter, soit on a ces immeubles et puis c'est compliqué, il y a plein de régulations. Bon, bref, l'immobilier, ça fait envie, j'ai l'impression, mais ça a quand même mauvaise presse, à savoir que quand on regarde, effectivement, et vous avez compilé certains articles que vous avez pu trouver au cours des dernières années, ce n'est pas des choses très très longues, eh bien, on a des titres de presse assez catastrophistes. La crise de l'immobilier a commencé. En attendant le crack immobilier, donc le point, Challenge, Paris, la baisse de l'immobilier ne fait que commencer. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas encore sur le marché, qui n'est pas expert, ça peut faire peur cet immobilier. Oui, tous ces titres qui ont des dates de parution différentes. Qu'est-ce qui se passe en 2011, en 2012, en 2013 ? Les foncières continuent à faire payer leur loyer, les locataires payent leur loyer, et donc le rendement est toujours là. La presse se focalise sur le commentaire de la plus-value. La plus-value, il faut reconnaître que sur des outils de détention long terme, dans un certain sens, sur un marché qui en plus-value est cyclique, vous l'avez une fois, vous ne l'avez pas, donc ce n'est pas l'élément de performance qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est le rendement, et c'est vrai que c'est peut-être une chance, c'est pour ça qu'on a un niveau de rendement élevé, c'est qu'on a un scepticisme des acteurs qui justifie le fait qu'on ait ce rendement élevé. En réalité, si on regarde économiquement, par la détention en portefeuille, on a des loyers ou des cash flows, puisque ces loyers sont financés grâce à de l'endettement. Donc les loyers moins les frais financiers, c'est-à-dire les cash flows qui sont d'une très grande stabilité. Et donc par conséquent, on a des niveaux de rendement ou un coût de rendement risque qui est beaucoup plus attractif que ne le laisse supposer la presse économique, qui est aussi focalisée sur le logement, classe d'actifs qui est peu présente à la cote. Oui, c'est vrai. Alors, surtout, on a effectivement, ça se focalise sur le logement et puis sur, vous le disiez, sur les plus-values finalement, parce qu'on a été habitué effectivement au cours de la dernière décennie ou des 2000-2010 à effectivement des logements, des immeubles qui se revalorisaient. Aujourd'hui, c'est peut-être fini, mais vous dites, aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on regarde, c'est plutôt la récurrence des revenus qui est assez constante dans le temps.
Oui, on peut, si vous voulez, la perspective de plus-value, ça serait un indice de coût de la construction, et on voit bien que ces indices sont relativement faibles. Donc si on raisonne sur très long terme, c'est la dimension rendement qui prime sur la dimension plus-value. Donc c'est sur ça qu'on se focalise en tant qu'analyste. C'est ça qui fait la différence sur le long terme. Et donc, d'ailleurs, assez curieusement, les sociétés qui ont un contrat actionnarial plus basé sur le plus-value sont des sociétés qui, historiquement, en termes de performance, font moins bien que des sociétés qui ont pour objectif le rendement. Tout simplement parce que ce sacrifice ou le fait qu'elles soient sur la plus-value, c'est un sacrifice en termes de rendement. Donc nous, on est vraiment axé sur les sociétés qui offrent un rendement parce qu'on pense que c'est le cœur de la performance de ce secteur. Et du coup, votre conclusion, l'immobilier coté, hein, c'est votre slide qu'on affiche à l'écran. Pourquoi il faut toujours en avoir? Donc diversification dans un portefeuille action ou immobilier, un secteur performant à moyen et long terme, un rendement élevé, on en a parlé, accès aux meilleurs immeubles de bureaux et de centres commerciaux. On le rappelle, ces sociétés foncières cotées, SIIC, dans le jargon, elles-mêmes vont investir sur les meilleurs emplacements ou les rénover ou rénover des bureaux, des centres commerciaux afin effectivement de pérenniser les loyers et leurs locataires. Oui, ce qu'on a voulu dire dans l'accès aux meilleurs immeubles de bureaux et de centres commerciaux, il faut savoir que les foncières cotées ont des tailles de patrimoine qui leur permettent, même avec une contrainte de diversification, d'avoir de gros actifs. De gros actifs dans le commerce, ça veut dire que vous pouvez accéder à des centres commerciaux. Et qu'est-ce que c'est qu'un centre commercial? C'est un centre qui organise la visibilité des enseignes. Et bien évidemment, lorsque vous êtes sur une enseigne innovatrice, vous voulez apporter de la visibilité, montrer votre nouveau concept et vous allez privilégier les centres commerciaux. C'est pour ça que les centres commerciaux sont un véhicule très intéressant pour les concepts novateurs de commerce. Sur les bureaux, le constat est le même. Si vous voulez, les foncières de bureaux sont de grande taille, donc elles peuvent avoir des tailles unitaires d'immeubles importantes, s'intéresser à des sièges sociaux, donc des sociétés qui sont plus axées à la croissance mondiale qu'à la croissance domestique. Et c'est pour ça qu'on a mis ça sur accès aux meilleurs immeubles. Ça signifie simplement que nos locataires sont supposés être plus performants que dans des détentions d'immeubles plus petits qui sont restreints en termes de perspectives de croissance. Oui, un mot justement du marché parisien. En particulier, c'est la première poche en France de bureaux. Et pourtant, il y a des disparités. On parle souvent d'un marché à deux vitesses avec effectivement des bureaux qui sont aux normes, qui vont être dans des endroits prime, hein, comme on dit. Et puis d'autres, donc très faciles à louer. Et puis d'autres, effectivement, qui sont un petit peu en périphérie, qui sont un peu vieillissants, désuets. Et là, très très difficile à louer ou même pendant la conservation des locataires, ça devient compliqué. Bien sûr, un marché sélectif, d'où l'intérêt d'une gestion professionnelle qui est faite par les équipes des foncières. Hein. Donc il faut se rappeler qu'aujourd'hui, l'immobilier coté, sur les 75 valeurs, il y a 13 000 personnes qui travaillent au quotidien, hein, qui sont internalisées dans ces foncières pour justement sélectionner les bons immeubles. Donc ça, c'est tout l'intérêt aussi. C'est une gestion sans souci pour l'investisseur, puisque les soucis sont portés par les équipes en interne. Ce marché, on distingue effectivement, il y a un marché de l'investissement qui se porte très très bien, pour les raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire que chacun cherche du rendement et aujourd'hui, les réponses du marché obligataire sont relativement faibles, hein, puisque les taux obligataires sont peu rémunérateurs. Donc l'immobilier est une classe d'actifs qui est privilégiée par les investisseurs. Donc ça se traduit au niveau de la marché de l'investissement avec une orientation positive des valeurs. Au niveau du marché locatif, vous avez effectivement un marché plutôt à deux vitesses, mais la toile de fond quand même de tout ça, c'est que le taux de vacances en Île-de-France, le taux de vacances, c'est le nombre d'immeubles vides par rapport aux immeubles pleins, reste relativement stable depuis la crise. Et ça, c'est une notion qu'il faut communiquer parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui est évident pour nos auditeurs. Le taux de vacances est resté stable depuis 4-5 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fuite dans la crise ou des sociétés qui auraient fui la capitale, au contraire. Voilà, en dépit d'un contexte économique qui n'est pas porteur, les acteurs, contrairement aux années 90, se sont adaptés et ont livré peu de mètres carrés, ce qui a permis de passer sans trop de problèmes cette période difficile. C'est ça l'idée importante. Et pour l'investisseur long terme, de savoir qu'il y a cette autorégulation, c'est-à-dire un marché où on ne livre pas de mètres carrés ou peu de mètres carrés s'il n'y a pas de demande au niveau de l'emploi tertiaire, est plutôt important parce que ça réduit la volatilité locative.
Et puis, alors hier, vous avez assisté aux assises de la pierre-papier. Oui. C'est un salon professionnel justement sur les acteurs, donc les OPCI, les CPI, les fonds de foncière cotée dont vous faites partie. Et il y a une question très intéressante, effectivement, quelle performance pour la pierre-papier? Vous l'avez dit, quand on regarde dans le rétroviseur, c'est facile, 10%. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, dans ces loyers de bureaux, il y avait une forte amplitude, en tout cas, on a connu une forte amplitude qui a tendance à se réduire ces dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les hausses et les baisses, alors ça dépend évidemment du cycle économique, mais pas d'effondrement dans la crise qu'on vient de connaître et pas non plus d'explosion à la hausse quand ça repart un petit peu. Effectivement, il y a une gestion d'une variable clé, hein, c'est un petit peu le taux de vacances, c'est un peu le taux de chômage de nos immeubles. Donc on comprendra que si le taux de vacances est élevé, les locataires ont une marge de négociation. Si le taux de vacances est faible, les locataires ont une marge de négociation moins forte. C'est pas mal parce que là, si on compare au taux de chômage, c'est quand même moins pire que la situation qu'on connaît. On n'est pas descendu à des niveaux extrêmement bas. Mais on a des taux de vacances qui sont relativement stables et c'est pas lié au dynamisme de la croissance, mais c'est lié, comme je le disais tout à l'heure, à une adaptation des opérateurs. Peu de perspectives de croissance égale peu de livraison. Donc ça, c'est effectivement les enseignements de la crise de 90, où là, pour le coup, on avait su très mal gérer le cycle, puisque on avait livré beaucoup trop par rapport à la demande d'emploi tertiaire. Aujourd'hui, justement, si on regarde toujours dans la perspective 2015 à 2030, l'évolution de la population active, donc en Ile-de-France, ça va rester relativement dynamique, mais c'est pas c'est pas la zone où il y a le plus de pression. Vous avez fait un calcul et effectivement, l'évolution de la population active, si on compare, ça sera plus 7%, vous dites, de 2010 à 2030, avec de fortes pressions vers le sud, plutôt, vers la région de Toulouse et même un petit peu à côté, Montpellier, etc. Pour vous, c'est là où il faut investir, c'est là où les sociétés foncières commencent à regarder aujourd'hui? Lorsqu'on se projette à long terme, on ne peut pas faire l'économie de l'analyse de la démographie. Je pense que c'est également vrai à court terme. Et d'ailleurs, les promoteurs sont très sensibles à regarder, lorsqu'ils se positionnent sur un foncier, de voir le dynamisme démographique. Ce qui est clair, c'est que les acteurs commerces ont bien en tête cette carte et effectivement privilégient pour les acteurs qui ont Donc les centres commerciaux. les centres commerciaux et qui ont un réseau national vont effectivement privilégier les zones qui offrent un littoral. Dans un certain sens, c'est un petit peu l'idée des flux démographiques futurs. Au niveau des foncières bureaux, la cotation est essentiellement centrée sur l'Île-de-France, zone qui est également attractive en termes de création de population active. Et oui, évidemment, il faut regarder donc les grands équilibres. On sait qu'on est quand même dans une population malheureusement vieillissante. Nous serons les vieux de demain. Et il y a une sorte d'héliotropisme qui fait qu'on va aller vers les zones, effectivement, peut-être plus du côté de la Méditerranée, du côté des littorales. Et ces gens sont quand même avides de consommation, les seniors qui ont fort pouvoir d'achat. Du coup, les centres commerciaux vont plutôt s'implanter. Vous pensez qu'il y aura un meilleur dynamisme dans ces régions-là dans quelques années? Ce qui est important dans l'analyse des centres commerciaux, les fondamentaux, c'est la zone de chalandise, c'est-à-dire autour du centre, quel est le potentiel de consommateur de mon centre. Donc effectivement, dans ces analyses, c'est une analyse de zone de chalandise à l'instant T, mais également en perspective. Se situer sur des zones qui vont attirer en termes de population est bien évidemment une option positive. Donc c'est un élément positif pour l'évolution future du centre. Exactement. Un mot aussi des bureaux. La tendance, vous l'avez dit, pour l'instant, pas de surpression. On s'est demandé justement si la bulle, peut-être, ou l'afflux de liquidité allait pas provoquer une hausse, notamment sur la capitale. On a vu que le rattrapage sur Londres, par exemple, avait été extrêmement rapide. Est-ce qu'à Paris, on peut parler effectivement d'une pression à la hausse spéculative ou d'un début de bulle, ou pas du tout pour le moment? Aujourd'hui, vous avez eu un effondrement des coûts de la dette, des taux d'intérêt, et vous n'avez pas eu une répercussion totale de ce coût de la dette dans la rentabilité exigée des actifs. Ça peut se voir sur le marché de Londres, parce que le marché de Londres est effectivement, comme vous l'avez dit, en reprise de cycle de valeur d'actifs maintenant depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilier coté permet d'accéder à des immeubles qui sont valorisés autour de 6%.
avec des niveaux de taux ou de coûts de financement qui tournent autour de 2, historiquement, c'est une prime de risque qui est très attractive. Donc on n'est pas aujourd'hui dans cette situation au niveau de l'immobilier coté, je dirais grâce au retard des expertises dans un certain sens. Que l'on voit sur certaines zones de l'immobilier des taux de rentabilité exigés, notamment sur l'immobilier prime, autour de 3, 3,5, c'est vrai, mais ça c'est sur le marché physique et ça concerne une toute petite quote-part de l'immobilier. Aujourd'hui, notre analyse, c'est qu'on n'est pas dans une situation de bulle, tout simplement parce qu'il y a une différenciation, tout n'a pas le même prix, et par conséquent, on n'est pas, à partir de ce moment-là, dans une situation de bulle. Et effectivement, si on compare avec d'autres choses qui ont beaucoup monté, la baguette, la redevance télé, le diesel, le résidentiel à Paris, les bureaux, Paris Prime, effectivement, sont parmi les actifs qui ont le moins augmenté. Et on n'a pas le même diagnostic sur le logement, par exemple. Sur le logement, on voit qu'on est quand même nettement plus tendu. Alors on va en dire un mot dans la deuxième partie du débat. On regardera également aussi quelle est la composition du fonds immobilier 21, quelles sont ces fameuses sociétés foncières cotées sur lesquelles il faut miser en ce moment, quels sont les risques également. On vous retrouve dans un instant avec Laurent Goville, le patron de Gestion 21. A tout de suite dans le débat, deuxième partie.